encore des questions que vous m'avez posées ici. La résultante de la cascade provoquée par l'activation du récepteur muscarinique par l'acétylcholine est un potentiel postsynaptique excitateur provoqué par la fermeture des canaux potassiques. Je ne comprends pas comment ces canaux potassiques se ferment, étant donné qu'il est uniquement question de l'effet du diacylglycérol, phosphorylation des protéines, de l'activation de la protéine kinase C et de l'inositol triphosphate IP3, ouverture des canaux calciques ligand dépendants et sortie du calcium du réticulum. D'accord. Donc j'ai essayé de trop simplifier une situation qui est plus complexe. En fait, les récepteurs muscariniques, il y en a pas un. Donc les récepteurs muscariniques, parfois on les écrit autrement, parfois on les écrit M-A-C-H-R, et puis voilà, ça c'est un récepteur muscarinique, j'ai mis un point de trop ici, et en fait il en existe différentes types. Il y a un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, et chacun fonctionne différemment. Donc j'ai essayé de vous donner un exemple, quelque chose d'assez général qu'on retrouve avec plusieurs d'entre eux, l'activation d'une protéine G. Et donc cette activation de la, non pas de la protéine kinase CPKC, mais de la phospholipase C, la PLC. Et la PLC, voilà, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend ces phospholipides que nous connaissons bien par la double couche phospholipidique de la membrane, et la PLC clive, on dit en jargon, les phospholipides en DAG, diacylglycérol, et IP3. Alors, la suite de l'histoire dépend encore des différents récepteurs. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est la notion de cascade. Alors, comment est-ce que c'est représenté ici? Ici, on a plusieurs niveaux. On a celui du neurotransmetteur avec le premier messager. Et puis, le premier transmetteur se lie à un récepteur. Et puis, il y a un effecteur, un second messager, etc. Et donc, quand on applique ceci au cas des récepteurs muscariniques dont je vous parle, le neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine. L'acétylcholine se lie à un type de récepteur muscarinique. Ici, c'est le MACHR1. Donc, ceci sort du cadre du cours. J'essaie juste de répondre à vos questions. La phospholipase C est activée. Donc, vous voyez même ici qu'on a mis un petit bêta, c'est cette forme-là de phospholipase C, et qui a comme second messager, alors deux seconds messagers, le DAG et l'IP3. Le DAG a, lui, un effet sur la protéine kinase C qui va, en aval, encore phosphoryler des protéines. Et puis, l'IP3 est le ligand de canaux calciques ligand dépendants qui se trouve dans la membrane du réticulum endoplasmique. Et la liaison de l'IP3 à ces canaux ligands dépendants va permettre la libération de calcium vers le cytosol. Ce qui se passe après, je n'ai pas voulu entrer dans les détails pour rester général, mais ce qui peut se passer, par exemple, c'est que le calcium vienne bloquer, vienne fermer des canaux potassiques, donc provoquer l'accumulation progressive de potassium. Vous voyez, on aurait, et alors ça se passe à plusieurs endroits, puisque on a l'IP3 qui est venu se lier à des canaux calciques. Et c'est cette idée de cascade et d'amplification, puisque l'acétylcholine qui s'est liée au récepteur muscarinique, l'acétylcholine ici a entraîné cette cascade, et notamment la synthèse d'IP3. L'IP3 se lie, permet la libération de calcium, et ce calcium pas diffusé dans le cytosol et peut se lier à des canaux potassiques, empêcher leur sortie et donc favoriser l'accumulation d'ions positifs
à l'intérieur de la cellule et donc une dépolarisation. Ce ne sera pas une dépolarisation suffisante pour conduire jusqu'à un potentiel d'action, mais si on la représente comme ça, on est parti d'un potentiel de repos, on disait à moins 70, moins 70, et puis on a une dépolarisation qui est assez tardive par rapport aux premières liaisons de l'acétylcholine et qui va permettre d'élever le potentiel de membrane. Alors on est encore très très loin de moins 40, mais ça rendra plus facile la production d'un potentiel d'action si on a un autre PPSE qui vient s'additionner là, un PPSE en l'occurrence qui viendrait de l'activation d'un récepteur ionotrope. Ici, on a bien l'effet d'un récepteur métabotrope. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, il y a d'autres exemples. La protéine kinase C va phosphoryler aussi un ensemble de protéines en aval et les effets vont dépendre du type de récepteur muscarinique. Donc ce que je vous propose, c'est de laisser ces finesses en dehors du cadre du cours, mais de se concentrer sur ceci. La liaison de l'acétylcholine à un récepteur muscarinique, donc un récepteur métabotrope à l'acétylcholine, l'activation de la phospholipase C, la production de DHG et d'IP3, et puis les effets de chacun, mais sans aller jusqu'aux derniers effets. Parce que nous avons aussi des récepteurs muscariniques, non pas dans le muscle strié, mais dans le muscle lisse. Et là, l'effet peut aussi être dû à la libération du calcium dans le cytosol qui va favoriser la contraction. De nouveau, je vous dis ça, c'est en dehors du cadre du cours, mais j'espère comme ça vous avoir amené à une réponse à cette question. Donc, la réponse à la question, c'est oui, vous avez bien compris jusqu'à l'IP3 et le DHG. Faites un petit peu attention. Non, vous l'avez bien dit. Tout ça est bien dit. Et puis, je ne vous demande pas ce qui se passe en aval. Alors, une autre question là qui m'est posée. La différence entre la plasticité synaptique et la neuromodulation. Donc, ce que j'ai dit, c'est que la plasticité, c'est une modification durable de l'excitabilité. Et la neuromodulation, c'est une modification de l'excitabilité, mais elle est moins durable que la plasticité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que nous avons vu comme exemple de neuromodulation ? Là, nous venons d'en voir. Nous venons de voir ce qui se passait avec l'acétylcholine. On avait le potentiel d'action, le potentiel de membrane qui se retrouvait dépolarisé, et pendant toute cette période, la cellule est plus excitable. Elle est plus excitable parce qu'il faut une stimulation moins importante, il faut lui parler moins fort, si on peut dire métaphoriquement, pour arriver jusqu'à produire un potentiel d'action. Vous voyez, ici, il faut lui parler moins fort, il faut la stimuler moins fort, ici aussi. Et puis, après quelques millisecondes, ça ne va pas durer très très longtemps, c'est peut-être quelques dizaines de millisecondes, on va redescendre, peut-être même des centaines de millisecondes, mais pas des secondes, des minutes et au-delà. Donc ça, c'est un effet de neuromodulation avec un PPSE, et c'est ce qu'on voit très typiquement avec des récepteurs métabotropes. On pourrait le voir avec un PPSI aussi. Un PPSI, on aurait l'image tout à fait symétrique. On aurait le potentiel de membrane qui va plutôt vers une hyperpolarisation prolongée. Voilà. Et cette hyperpolarisation fait que pendant toute cette période-là, il faudrait alors au contraire, entre guillemets, parler plus fort à la cellule pour l'exciter. Vous voyez, il faut ceci de plus pour aller jusqu'au potentiel d'action. Ça, c'est une neuromodulation. Elle est obtenue, on en a vu des exemples avec des récepteurs métabotropes, et ça dure un certain temps, mais ce temps, il est assez bref par rapport à ce qu'on a vu pour la LTP ou la LTD. La potentialisation à long terme, la dépression synaptique
à long terme. Et ce LT, ce long terme, peut durer très longtemps. Déjà des minutes, mais parfois c'est des semaines, des mois, voire des années. Et on a vu notamment que dans la LTP et la LTD qui sont médiées, on dit en franglais, on ne doit pas le dire spécialement, mais qui font intervenir le récepteur NMDA, la potentialisation de certaines synapses peut durer des années. Et de même, la dépression peut durer très, très longtemps. Et il y a justement dans cet exemple-là un équilibre, une symétrie entre LTP et LTD. On a dit si la synapse est stimulée à haute fréquence, on aura plutôt une LTP. Si elle est stimulée à basse fréquence, on aura plutôt une LTD. Et ça fait l'objet justement d'une autre question. Est-ce que le récepteur NMDA a toujours un effet excitateur? On a vu qu'en fonction de la concentration en calcium, le récepteur NMDA active soit des protéines kinases, soit des phosphatases. Est-ce qu'il s'agit toujours d'un PPSE, même si on est en la présence d'une plus faible activation et donc des phosphatases? Oui. Est-ce que je l'ai ici à vous illustrer? Voilà. Alors, ici, voyez, en cas de stimulation à haute fréquence, on aura non seulement les récepteurs AMPA qui sont impliqués, mais aussi les récepteurs NMDA. On aura donc des PPSE qui sont importants. On est ici dans l'hippocampe. Dans l'image, on voit qu'on est dans la région CA1. Vous l'apprendrez peut-être en anatomie. C'est une partie du cortex hippocampique. Ça sort du cadre du cours, mais ce qui est bien dans le cadre du cours, c'est nous dire qu'on est dans la LTP hippocampique. Ici, la cellule présynaptique, le glutamate dans ses vésicules. Le glutamate, quand il est libéré à haute fréquence, va activer les récepteurs AMPA. Et cette activation des récepteurs AMPA va entraîner la coopérativité dont on a parlé aussi d'associativité, et tout ça va faire que le PPSE va finalement être plus important. Et le PPSE, pas à l'instant, mais en cas de restimulation. Vous vous souvenez que notamment l'activation de la calcium-calmoduline protéine kinase 2, la CAMK2, va faire en sorte que le récepteur AMPA est plus efficace, c'est-à-dire que son activation par liaison avec le glutamate va entraîner l'entrée de plus d'ions positifs, de plus de sodium. Et ça, ce n'est pas spécialement au moment où le récepteur NMDA est actif, c'est après qu'il ait été activé. Et ça, c'est justement la potentialisation à long terme. Activer à haute fréquence cette synapse la rend plus sensible à long terme. Vous voyez, quand je dis à long terme, on est à bien plus long terme que l'échelle de temps dont je vous parlais pour la neuromodulation. Alors par contre, quand cette synapse serait stimulée à plus basse fréquence, alors nos récepteurs AMPA seraient moins présents, seraient moins actifs. Et donc, si on stimule à ce moment-là cette synapse, le PPSE est moins important. La question ici, c'est est-ce que le récepteur NMDA est toujours excitateur? Oui, il a toujours un effet excitateur, mais quand la cellule est moins excitée, alors les PPSE sont moins grands. Mais quand on a un PPSE qui implique le NMDA, quand on a un potentiel post-synaptique qui implique le NMDA, c'est toujours un PPSE, un potentiel post-synaptique excitateur. Cette excitation, c'est une dépolarisation de la membrane. La dépolarisation de la membrane qui est due à l'entrée de calcium, le calcium étant chargé positivement, dépolarise la membrane. Essayez de raisonner aussi sur l'exemple d'un récepteur métabotrope, cette fois au glutamate, qui était le récepteur mGlu-R5. Lui non plus n'a pas un effet inhibiteur, mais il diminue l'effet de l'excitation. Donc essayez de revoir ça, revoyez cette vidéo ou relisez les notes qu'on a pour le mGlu-R5. Donc vous vous en souvenez.
et vous le retrouvez facilement. Donc, ce qu'on a, c'est que le PPSE des récepteurs AMPA, le PPSE résultant, va être moins important parce qu'on a moins de récepteurs AMPA disponibles, parce que nos récepteurs AMPA vont se retrouver internalisés comme représentés ici. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à envoyer vos questions.